Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce talk show avec des participants de haut niveau, comme d'habitude avec le HCFDC. Je cite François Thill, qui est à ma droite, qui est responsable chez Safran Morpho du business et de la banque de données, banque de services. Il va nous expliquer ce qu'il fait, en gros, c'est intéressant. Au niveau de la CNIL, Stéphane Grégoire, qui est chef du service des affaires économiques. Il nous parlera aussi de tout ce qui concerne la loi, l'encadrement du numérique en France, et ainsi qu'Hervé Schauer qui est à ma gauche, qui est un spécialiste, lui, du clusif. Donc là aussi, une compétence sur l'ensemble du numérique. Alors, la thématique est là. Quid des données, de leur sécurisation dans l'avenir? Un cadre est là, le cadre est présent. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'on a de l'avance justement sur la sauvegarde, la pérennisation des données et leur sécurisation? Alors, du point de vue des données personnelles, on a un cadre effectivement qui est un cadre existant qui est celui de la loi de 1978, donc qui est un cadre qui a déjà une trentaine d'années, qui est un cadre en évolution constante et qui prévoit effectivement des contraintes de sécurisation des données. Ça fait partie des obligations de tous ceux qui traitent des données et des données à caractère personnel particulierement, mais ces aspects de sécurité dépassent aussi les seuls aspects de données à caractère personnel pour s'étendre à toutes les données évidemment. Alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais on a vu récemment sur une émission Cash Investigation, la CNIL mise un peu en lumière justement sur des échanges de données. Là encore, est-ce qu'il y a des points de progrès à faire sur la sécurisation des données par des gens qui justement collectent, souvent à des fins commerciales et marketing, de la donnée, les revendent? Est-ce qu'on est sur un marché qui est peut-être pas nouveau, mais qui est en évolution et qui vous rend la tâche peut-être plus difficile au niveau de la CNIL? Plus difficile, non pas forcément. C'est effectivement un marché qui est en évolution, de par la massification des données qui sont produites, de par l'intégration de plus en plus importante du numérique dans nos vies, et de l'appétence effectivement de certaines professions pour l'utilisation de ces données. Donc ça évolue effectivement. Il y a des difficultés qui peuvent être liées notamment à l'information des personnes, parce que là, on a vraiment quelque chose de fondamental sur quelles données on récupère sur moi, quelles données je produis, quelles données sont connues et comment elles circulent. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a certainement des améliorations à apporter pour ceux qui collectent justement de la donnée dans le cadre de cette loi informatique et liberté qui, pour le coup, prévoit toutes les hypothèses, ou presque, mais fondamentalement, le cadre est adapté. Très bien. François Thill, pour Safran, avec je dirais une thématique un peu spécialisée sur Morpho, vous collectez de la donnée, vous êtes surtout dans la conception de matériel. Est-ce que là aussi vous sentez une évolution et comment vous envisagez justement cette sécurisation pour les années à venir? Donc nous, on va dire chez Morpho Digital, on est plus particulièrement dans la sécurisation des transactions entre des utilisateurs, entre utilisateurs, avec leur banque, avec leur organisme gouvernemental. Et on dépasse aujourd'hui la simple sécurité du réseau avec des enjeux d'authentification, de sécurisation de transactions et de systèmes de coffre-fort électronique pour stocker et pérenniser ces données, qui sont donc les données des utilisateurs dans le cadre de leurs relations commerciales avec des organismes privés publics. Alors justement, souvent, on a l'impression du côté utilisateur, du simple citoyen du monde, on n'a pas la certitude d'être sur des sites sécurisés, que nos données soient vraiment sécurisées. Est-ce qu'il y a moyen justement d'en savoir un peu plus? Est-ce que vous ne pensez pas aussi, et on y reviendra avec le clusif, mais que le citoyen a aussi un rôle à jouer dans sa propre sécurité? Alors, plusieurs réponses. Aujourd'hui, on a cette vision que le prestataire de sécurité, le prestataire de données offre aujourd'hui en théorie un meilleur niveau de sécurité que l'entreprise, on va dire en standard. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et donc là, il y a tous les enjeux de certification, de compliance, etc. Et un enjeu, je dirais, sur le citoyen, qui nous concerne moins sur nos métiers. Mais aujourd'hui, le changement qu'on voit, c'est que la donnée, maintenant, elle était avant protégée dans des bunkers, etc. Maintenant, elle est quand même disponible. Elle est disponible et les utilisateurs eux-mêmes, effectivement, ont un rôle. Là, on est presque sur de la philosophie. Rendre disponible ce qu'ils veulent en signant des conditions générales sur des réseaux sociaux, en disant que la donnée reste à moi, mais est aussi, sur des conditions parfois qui sont ce qu'elles sont. Alors, la philosophie rejoint le numérique. Au niveau du clusif, Monsieur Schauer, quelle est votre philosophie justement par rapport au côté numérique, alors que les sirènes de la sécurité ou de la sûreté nous encadrent?
Alors, l'avantage d'Uclusif, c'est d'être l'association qui réunit tous les acteurs de la filière sécurité numérique. On a aussi bien les utilisateurs de nature très très diverse, publics, privés, grands comptes, ETI, etc., que les fournisseurs et bien entendu les cabinets de conseil et d'expertise sur le sujet. Donc ça nous permet d'avoir une vision globale de cette problématique. Et c'est vrai qu'on vit une transformation de la société qui est intéressante. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette numérisation grandissante de la société, elle est possible précisément parce que la sécurité a permis de le faire en toute sécurité. Donc n'oublions pas que cette évolution où on se dit qu'il faut l'accompagner, non, les gens de la sécurité, eux, ont anticipé toute cette révolution et ont permis cette révolution qui améliore notre vie au quotidien. Alors bien sûr, derrière, il faut protéger les données, il faut tenir compte du fait que cette informatisation systématique de l'ensemble de la société, eh bien, ça peut avoir des conséquences, puisque tous les systèmes critiques aujourd'hui sont informatisés, et donc il y a toujours des risques d'intrusion, de panne. Mais d'un autre côté, quand on voit les infrastructures en nuage, ce sont aussi des infrastructures qui, dans beaucoup de situations, vont améliorer la résistance, la résilience globale de l'ensemble des systèmes d'information. Donc il y a aussi énormément de positifs dans cette évolution de la société. Alors c'est très bien, ça permet de rebondir avec Stéphane Grégoire de la CNIL. Le cadre est là, on voit qu'il y a du renforcement, de la sécurité, mais on se rend compte aussi qu'il y a des failles potentielles. C'est un peu, je dirais, le paradoxe entre l'armure et le glaive. Il y aura toujours, ou presque toujours, la place pour que le glaive puisse percer l'armure. Est-ce que là aussi, vous êtes suffisamment dimensionné au niveau de la CNIL pour anticiper ces challenges de demain et d'être dans une politique que j'imagine et que je connais de stratégie d'alliance justement avec tous les acteurs potentiels du numérique en France, entre autres? Oui, alors clairement, ce que disait M. Schauer, c'est que la sécurité, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. Donc évidemment, il faut accompagner. Évidemment, les solutions qui peuvent être des solutions de cloud peuvent présenter un niveau de sécurité plus important dans un certain nombre de cas parce que celui qui met en œuvre un traitement et qui stocke des données n'a pas les compétences en interne pour le faire. Donc effectivement, on peut se retrouver dans ces situations-là. La sécurité à 100%, on le sait bien, n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut avoir en continu un travail. Et c'est ce travail-là qu'on mène, nous, à la CNIL, en tant que régulateur auprès des responsables de traitement des entreprises pour essayer d'animer des communautés, pour diffuser des bons messages, produire des documents qui permettent d'analyser des situations, donner des conseils à ceux qui en ont besoin, de façon à accompagner cet écosystème vers plus de sécurité, parce que ça fait partie des obligations, ça fait partie aussi de notre métier que d'être présent aux côtés des entreprises. Merci pour cet éclairage. François Thiel, pour Safran, vous êtes justement, et nous sommes dans un nuage, pas qu'un nuage de mots, mais un nuage aussi d'informations, de données. C'est là aussi la question du naïf. Jusqu'à combien de volume de données on pourra archiver? Quelle va être la durée aussi d'archivage? Est-ce qu'on a une sorte de vision et de certitude sur... On va laisser les sirènes, encore une fois, de certitude sur ce que l'on archive là, dans un nuage. Chez moi, je mets mes données, je les récupère dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Est-ce qu'on a une certitude par rapport à ça? Oui, on va dire, l'état de l'art de la technologie aujourd'hui nous permet de dire que oui. Aujourd'hui, on a des cas d'usage sphère défense, des cas d'usage sphère notariale sur des actes dont la durée de conservation est de 99 ans, parfois minimum. Donc aujourd'hui, on a des technologies de garantie d'intégrité, de réplication, de backup, d'un certain nombre de systèmes qui nous permettent aujourd'hui d'envisager l'avenir avec des données numériques sécurisées, intègres dans la durée. Très bien. L'occlusif, justement, par rapport à ça, M. Schauer, est-ce que là encore, vous travaillez avec beaucoup d'acteurs? Est-ce qu'il y a des échanges aussi internationaux qui sont réalisés ou est-ce qu'on reste franco-français? L'avantage d'Uclusif, c'est que c'est un lieu d'échange par excellence et qui discute de tous les sujets. Alors sur la question de la rémanence numérique et la capacité à retrouver nos données dans longtemps, l'Uclusif n'a pas encore réfléchi à la question à ma connaissance. Mais il y a justement un groupe de travail orienté juridique qui a été créé il y a peu de temps au sein d'Uclusif, peut-être qui réfléchira à ce type de questions. Moi, sur le plan personnel, je serais très prudent, puisque
je vois l'incapacité que j'ai aujourd'hui de pouvoir relire des documents qui ont été faits pour des clients dans les années 90. Donc je ne suis pas certain que les problématiques de format soient résolues. Et puis il ne faut pas oublier, beaucoup de gens font confiance au format PDF. Mais par défaut, le format PDF est un langage de programmation. Il n'y a que le PDF A1 qui est véritablement fixe. Et donc il est assez facile pour le malfaisant de pouvoir faire un fichier PDF qui va être modifié dans le temps. Et donc dans lequel il y a une garantie d'intégrité du logiciel lui-même. Je dis logiciel parce que je considère un fichier PDF comme quelque chose d'exécutable, mais qui va justement, le jour où on va le rouvrir plus tard, changer le contenu de la donnée. Donc il y a énormément de problématiques autour de cette conservation et de cette pérennité des données. Ce n'est pas un sujet qui, à ma connaissance, est encore très étudié aujourd'hui. N'oublions pas que même dans les infrastructures en nuage, il y a eu des accidents où un certain nombre de données n'ont pas pu être retrouvées. Il y a même eu des opérateurs d'informatique en nuage qui ont fait faillite et les données des clients ont été perdues, ou alors c'est le personnel de la société qui a proposé aux anciens clients de leur vendre leurs données qu'eux avaient honteusement conservées sur des appareils personnels. Donc, bon, la situation, je pense, est très complexe autour de tout ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est une évolution, le nuage par exemple, c'est une évolution qui est pour toujours. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. Et donc, on va vers une connectivité qui est de mieux en mieux. Bon, bien sûr, des fois, on n'a pas la connexion Internet, mais c'est de plus en plus rare. Les endroits où elle n'est pas bonne, ça reste quelques avions, les bateaux au milieu de l'océan, mais sinon, on a de plus en plus cette connectivité. Donc, on va de plus en plus utiliser le cloud et puis tous les appareils numériques tout petits avec des moyens de capacité et de processeurs très faibles, comme tous les objets connectés qui vont améliorer notre vie quotidienne, hein, qui ne sont pas là pour apporter des risques. Mais c'est vrai que souvent, par défaut, ils ne sont pas conçus avec la sécurité dès l'origine. Tous ces objets-là vont utiliser les infrastructures en nuage de tous les côtés. Donc, à nous de faire en sorte que tout soit suffisamment bien conçu, suffisamment bien mis en œuvre pour être résilient et éviter les problèmes. Le point qu'on n'a pas abordé, qui est très intéressant, c'est sur le plan juridique. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est où est-ce que s'applique la loi. Or, la loi est partie historiquement d'un concept géographique. Avec Internet, le concept géographique est battu en brèche. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit à quel point on peut caricaturer la situation. Certes, c'est une caricature, mais pour moi, c'est une réalité. La législation américaine s'applique aux entreprises américaines. Elle s'applique même à ceux qui ont beaucoup d'actionnaires américains, ou donc des entreprises étrangères. Mais elle s'applique aux entreprises américaines, et on voit qu'elle s'applique aux entreprises américaines sur l'ensemble de la planète, indépendamment du fait que cette entreprise soit présente dans d'autres pays. Donc une réquisition judiciaire, une demande de FBI auprès d'une entreprise américaine obtiendra une réponse. Et donc, et ce, indépendamment de la législation locale de là où elle a donné. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Hein, alors que eux, les Américains, ne vont répondre aux réquisitions judiciaires que s'ils considèrent que chez eux, c'est un délit ou un crime, et donc ils ne répondent pas à toutes nos réquisitions judiciaires. Donc cette législation américaine, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Est-ce que je souhaite que mes données soient sous la législation américaine ou sous la législation française? Et même si on a fait beaucoup de bêtises et dépensé de l'argent où c'était peut-être pas utile dans les projets de cloud souverain, cette idée de cloud souverain, elle est vraiment importante pour notre propre souveraineté en Europe. Aujourd'hui, il faut quand même avouer que les grandes infrastructures sont toutes américaines. Et donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on peut simplifier les choses en disant on est sous la loi américaine quand on fait appel à un prestataire américain. Donc, pour moi, ce qu'il faudrait bien regarder, c'est est-ce qu'il y a moyen à ce que toutes ces nouvelles infrastructures et tous ces objets connectés puissent avoir une infrastructure en nuage en Europe, sous une législation européenne et donc pas dans des entreprises américaines. Alors justement, la réaction de la CNIL par rapport à cela, pour vous c'est utopique?
C'est nécessaire? C'est envisageable? Ah ben, c'est déjà une réalité, hein, la loi informatique et liberté. Je parle de la loi informatique Ouais. et liberté. S'applique déjà dans des situations comme celle-ci, quand le prestataire a l'obligation de respecter, pour un client, par exemple français, a l'obligation de respecter notre législation. À ce sujet, il ne vous a pas échappé que le 6 octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé un mécanisme d'adéquation sur les transferts de données à destination des États-Unis qui s'appelle le Safe Harbor, donc qui a été invalidé pour des raisons qu'évoquait M. Schauer sur d'accès aux données qui étaient permis par certaines dispositions de la législation américaine. Et donc on est dans une situation où justement ces transferts, pour ces raisons-là, pour des raisons de protection des droits des citoyens européens, a été invalidé, le mécanisme du Safe Harbor a été invalidé. Il y a des discussions qui sont actuellement tenues pour améliorer la situation et donner plus de maîtrise, plus de droits et de confiance aux citoyens européens. Puis, deuxième élément de la réponse, on a un projet pour les données à caractère personnel, là encore, un projet de règlement européen qui va arriver très prochainement. Les phases de trilogue au niveau de la Commission, du Conseil et du Parlement sont en cours. On va avoir un mécanisme beaucoup plus unifié pour traiter au niveau européen, par une seule législation, la question des données à caractère personnel, avec en plus des dispositions liées à la loi applicable qui feront que les citoyens européens, dès lors qu'ils sont concernés, visés, ciblés ou destinataires d'un service, verront leur législation pouvoir s'appliquer. Et ça, c'est extrêmement important. Très bien. On voit que même s'il y a des craintes, bien évidemment, puisqu'on est, on est presque dans le virtuel, dans le numérique, les entreprises comme Safran, comment justement vous abordez ces phases qui sont liées à des contraintes réglementaires et légales pour pouvoir quand même avancer? Est-ce que la R&D est associée aussi au juridique? Alors, peut-être pour rebondir avant toute chose sur ce que disait M. Schauer, nous on est des fervents militants évidemment d'une conception française et européenne des outils de sécurité qui sont conçus en France, en ligne avec le cadre juridique français, le cadre européen sur nos sujets qui est en train de s'harmoniser. Et après, il y a la responsabilité tant de l'individu sur son réseau social que de l'entreprise, même si la loi change un petit peu et recommande aux organismes d'importance vitale en France de recourir à des technologies de sécurité dites souveraines ou dites européennes ou dites bien nées. Il y a aussi une responsabilité de ces entreprises après de se poser la question de où est-ce qu'elles vont, parce qu'aujourd'hui, ça a été démontré, un certain nombre d'outils américains sont couverts par une loi plus américaine qu'européenne et ont des portes permettant de faire fuiter un certain nombre de sujets de données. Donc nous, aujourd'hui, on est... Allez-y, débattez. Toutes les grandes entreprises françaises ont une messagerie américaine. Bien sûr. Je veux dire, est-ce qu'ils se sont aperçus à quel point avoir ces échanges numériques au travers d'un prestataire américain, est-ce qu'ils ont vraiment perçu les conséquences? Est-ce qu'ils ont fait une appréciation des risques à leur juste valeur? Est-ce qu'ils ont été informés correctement? On peut raisonnablement se poser la question. Et même des grands fournisseurs de produits de sécurité français ont une messagerie américaine. Vous voulez dire par là que presque à 100%, on peut être sûr que tout est lu, tout est écouté, tout est regardé? Non, moi... Vous ne pouvez pas le dire vous-même? Dans le Clusif ou ma société, nous, on a encore des messageries souveraines. Mais ça reste très rare. Qui utilise la poste.net? Non, les gens vont utiliser Hotmail ou Google. Et c'est exactement le même phénomène dans les entreprises. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Alors après, dans cette analyse de risque, parce que quelque part, il faut revenir au basique, et là, je pense que c'est aussi le métier c'est contre quel risque on cherche à se protéger, contre quel risque on va vouloir bâtir un système ou un autre. Il reste à la fin toujours un risque résiduel. Aujourd'hui, effectivement, on va échanger nos données via des mails Outlook powered by Microsoft. Ouais, ça reste un standard aujourd'hui du fonctionnement de l'entreprise. Le risque consistant à dire Microsoft épie nos échanges, il est peut-être pensé ou pas, et s'il était pensé, il est peut-être considéré comme gérable. Est-ce que si, une question que je pose à vous trois, est-ce qu'on n'a pas trop peur à la limite de ce que l'on ne maîtrise pas? C'est là aussi très philosophique et lié à l'individu, à l'être humain.
Est-ce qu'il y a de vrais risques, de vrais enjeux? C'est un peu la question que je voudrais vous poser presque en synthèse à chacun. Ouais, sur le plan juridique, il y a clairement de vrais risques. On va prendre un exemple tout simple. On a deux grandes sociétés planétaires qui se font pas mal de procès. C'est Apple et Samsung. Si on regarde un petit peu les décisions de justice, ben on voit qu'il y a plusieurs justices. Parce que finalement, la justice coréenne a tendance à donner toujours un jugement en faveur de Samsung. La justice américaine donne toujours un jugement en faveur d'Apple. Alors, bien sûr, je prends un cas particulier pour Bien illustrer. Mais dans l'histoire, si on fait une analyse, on se rend compte que les justices ne sont pas équitables. C'est la réalité. C'est le problème de la mondialisation qui ne l'est pas vraiment. Non, mais le vrai problème, c'est si j'utilise un outil, j'utilise un service qui est sous législation américaine, est-ce que je vais bénéficier d'une justice équitable? Ben, je pense que peut-être beaucoup de gens ne se sont pas suffisamment posé la question. Et certaines fois, eh ben, quand on a un contrat avec un prestataire d'info nuagique, dès l'instant que la juridiction est aux États-Unis, et encore souvent, c'est même pas une juridiction, c'est souvent de l'arbitrage, donc qui est une absence de justice. Hein. Mais si la juridiction est aux États-Unis, est-ce que je vais véritablement me défendre? C'est pas vrai dans la réalité. Je vous laisse réagir. Oui, non, ça pose Stéphane clairement Grégoire. le problème de ce qu'on veut faire, de la façon dont on aborde une solution cloud pour son besoin, en fonction des contraintes que l'on a, des besoins que l'on a et de ce qu'on est prêt à accepter. Donc il y a une vraie démarche de réflexion par avance. Et puis vous parliez de la conception des produits. C'est aussi quelque chose qu'il va falloir réfléchir de plus en plus avec ce qu'on appelle notamment le privacy by design. Et donc l'intégration dès la conception des produits et des services de la dimension sécurité. Et ça, voilà, ce sont les pistes. Et de la dimension vie privée. Et de la dimension vie privée, bien évidemment. C'est deux problèmes qui sont... Bon, de toute façon, c'est inhérent à l'agilité. C'est-à-dire que les entreprises, pour pouvoir proposer des produits, des objets à la mode le plus rapidement possible, bon, ben, malheureusement, elles oublient généralement d'intégrer la sécurité et la vie privée. Heureusement, avec un cadre législatif adéquat, on les oblige très vite à corriger leurs erreurs. Mais s'il n'y a pas le cadre législatif, c'est vrai que beaucoup ne le feraient pas. Ce qui est bien, c'est que techniquement, il n'y a absolument aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a tous les moyens techniques, tous les dispositifs, toutes les solutions, tous les algorithmes pour arriver à faire de la sécurité sans pénaliser l'ergonomie ou l'agilité des produits. Aujourd'hui, on peut vraiment faire les choses sans consommer trop d'énergie. De ce point de vue-là, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ceux qui n'intègrent pas la vie privée ou la sécurité dans leurs produits. Alors justement, c'est un point que je voulais aborder avec vous, François Thiel, pour Safran. On parle de la reconnaissance de la physionomie, des visages dans les foules. Malheureusement, les attentats de vendredi et puis ce qui s'est passé hier à Saint-Denis. Est-ce que là, on a des vraies avancées? Est-ce que la loi vous autorise à avancer? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'on peut faire mieux tout en garantissant justement la confidentialité, la vie privée des gens? On a l'impression que c'est difficile d'être sur les deux avancées, une technologique où on sait qu'on y arrive et l'autre où on autorise. Bah, si vous voulez, il y a plusieurs sujets. C'est qu'il y a un sujet d'abord où la France n'a pas été en mesure de lancer une grande initiative autour de l'identité numérique des citoyens, utilisable dans des services gouvernementaux et ou privés. Aujourd'hui, les citoyens français construisent des avatars sur des sites américains qui, de plus en plus, vont être, par l'agrégation de données, par le scoring, par un certain nombre de choses. Si on a un Apple Pay sur son téléphone, si on a un compte iTunes, etc., Apple aura beaucoup plus d'informations sur moi-même que ma banque. Donc, quelque part, il y a déjà ce thème-là aujourd'hui. Aujourd'hui, ceci dit, pour renforcer les initiatives privées consistant à dire « Ok, je veux m'assurer que que Hervé est bien Hervé », la biométrie arrive un peu partout. On a aujourd'hui, nous, sur le marché français, alors effectivement, il faudra travailler en bonne intelligence avec le cadre réglementaire, parce qu'il y a d'autres pays où ça fonctionne complètement différemment. Mais sur le cadre français, il y a cette envie de plus de sécurité, un cadre légal qui est très protecteur de la vie privée, sur lequel on doit s'insérer dans une logique française et européenne pour le respecter. Peut-être le faire évoluer dans certains domaines, mais nous, on voit arriver les sujets de biométrie à toute vitesse, dans des usages
privés, dans des usages commerciaux avec les organismes avec lesquels on travaille. Et qui pourrait permettre justement d'éviter certaines situations comme on a pu les vivre, même si ça n'enlève pas le risque, mais ça peut permettre justement des avancées sur la reconnaissance d'individus recherchés ou pas, ou même dans le secours. On n'est pas que dans la prévention de l'attentat ou des risques criminels, ça peut être aussi dans la recherche de victimes sur des séismes ou autres. Donc il y a des points de progrès, on le voit aussi, ça peut faire partie de la résilience. Je vous remercie pour ce point de vue. Moi, j'ai une question, là encore, de journaliste naïf, mais on voit Hadopi, ce n'est pas votre département, ça risque d'être fermé. On allait dans une direction pour, là aussi, faire respecter une réglementation. On se rend compte que ça s'est avorté. Est-ce que là encore, on sait où on va, ou on est quand même dans une zone d'incertitude? Non, mais sur Hadopi, il faut revenir à la source. Ouais. Il s'agit simplement des intérêts des ayants droit. Et les ayants droit ont essayé de construire un système dont la pertinence économique n'a pas été analysée par les journalistes, à mon grand regret. Et donc, une simple analyse économique du système aurait posé des questions de fond. Donc, aujourd'hui, c'est 1 500 000 réquisitions par an. Donc, c'est un coût pour les opérateurs impressionnant. Ça veut dire 2 fois plus que les réquisitions judiciaires auprès des opérateurs. Hein. Il y en a 750 000. Et donc, finalement, c'est Hadopi qui a la plus grosse base de données d'adresses IP de France. Tout ça pour un résultat que nous connaissons. Donc, mais voilà, mais c'était prévisible. Bon, c'est comme toujours. Hein, je pense qu'il n'y a peut-être pas eu les analyses approfondies. En amont. Vous savez, ce qui est rigolo, c'est que nous, au CLUSIF, on prône l'appréciation des risques. La CNIL prône le PIA, le Privacy Impact Assessment. Tout ça, c'est du bon sens. Mais parfois, quand on fait un texte de loi, est-ce que sur ce texte de loi, il y a une analyse des conséquences? Et des experts peut-être? Il y a un impact assessment Justement, la CNIL, et on va terminer sur ce point-là. Je n'ai pas vocation à parler d'un sujet qui est celui de la contrefaçon. C'est la thématique, ouais. Et d'autant plus que la Hadopi est une autorité administrative indépendante. Non, effectivement. Alors, sur les impacts des lois, oui, il y a des études d'impact qui sont réalisées. Puis, après tout, c'est la représentation nationale qui choisit. Hein. Ce sont nos députés, nos sénateurs qui ont voté et qui ont décidé la mise en place de ce système-là. Donc on voit bien, et on va terminer le talk show. Je vous remercie de votre présence. Je rappelais François Thill, Safran Morpho. Nous avions Stéphane Grégoire de la CNIL et Hervé Schauer du CLUSIF qui nous ont donné un éclairage sur les données numériques, sur l'avenir, leur sauvegarde et leurs dangers éventuels. Merci de nous avoir suivis. C'était le talk show sur HCFDC, Milipol, Paris 2015. Merci de nous suivre et à très bientôt pour d'autres émissions. À vous. Merci.